L'avant-garde de l'immigration judéo-allemande débarquait, les J les plus tarés et les plus pernicieux, aux casiers judiciaires les plus lourdement chargés, au passé politique le plus inquiétant, écumeurs de bourses, pillards, provocateurs, agitateurs, proxénères, marchands de pédérastes, de putains et de drogue, le cinéma berlinois y figurait au complet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme, chronique 43. Déjà, les tribus du cinéma et du théâtre de Lucien Rebattet. Vous avez, je le pense, deviné l'axe majeur de la réflexion de monsieur Rebattet. Une tribu s'est accaparé le monde du cinéma et du théâtre en France au début du XXe siècle. Ce livre, c'est un peu comme notre chronique 13 sur l'esclavage. Honnêtement, on connaissait la vérité. Malgré tout, on reste soufflé, éberlué, devant l'ampleur de la mainmise. D'ailleurs, je vous en livre un petit extrait en guise de préambule, histoire d'allécher le chaland. Le film sonore vient de naître à Hollywood. L'invention est au point depuis 1926. Mais elle est repoussée, mise sous le boisseau par les manias J, qui ne veulent pas être contraints de renouveler tout le matériel de leur salle et de leur studio. 4 J de seconde zone, les frères Warner, à la veille d'être ruinés par le trust massif de la Paramount de Zukor et Lasky, jouent le coup du parlant comme leur dernière carte. Fox, un J plus puissant qu'eux, emboîte le pas, se met sur la piste des niaiseries qui auront l'oreille du Yankee moyen. Premier film sonore, le chanteur de jazz, avec le J Al Jolson. Un petit Yudi chantre à la synagogue au milieu des rabbins, puis grimé en noir pour dégoiser un insupportable répertoire boursouflé ou sirupeux. Alors vous le voyez, Rebattet, c'est un style, c'est caustique, précis, affûté et hilarant parfois. Cette propension qu'il a de décrire avec adresse et finesse les tares physiques des communautaires avant d'enchaîner sur leur absence de morale. Allez, un petit dernier avant de passer à l'essentiel. Jacques Haïk était un petit J tunisien, grimaçant, remuant, parfaitement inculte. Ce n'est un inconnu ni pour la police ni pour les tribunaux, devant qui l'ont déjà conduit un joli nombre de faillites ténébreuses. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En avant, l'essentiel, rappelons une évidence en préambule, le cinéma est une invention française avec Étienne Jules Marais, Émile Renaud ou Le Prince pour les chercheurs, les frères Lumière pour la projection, Eugène Lost ou Jean Acmé Leroy pour la photographie et enfin Pathé ou Gaumont pour la distribution. La Première Guerre mondiale marquera un tournant décisif. Le cinéma sera récupéré par des personnes de la communauté organisée, le genre de personnes qui flairent les bonnes affaires, des fripiers, des brocanteurs et des autres receleurs comme Marcus Loew ou Adolphe Zukor. Nous l'avons vu au cours de notre vidéo numéro 11 vers laquelle vous devriez vous tourner, les J aux États-Unis ont accompagné la ruée vers l'Ouest. C'est ainsi qu'en désirant fuir les hommes de loi de l'Est, ils importèrent le cinéma dans un misérable village californien, Hollywood. Par exemple, Zukor, c'est la Paramount. Ainsi, le cinéma américain, profitant des combats qui ont lieu en Europe, prend une ampleur impressionnante, exploitée par la communauté organisée, puisqu'aucun d'entre eux ne créa quoi que ce soit, ni tenir une caméra, ni même écrire un scénario. Même un Chaplin, d'ailleurs Céline disait de lui, un pionnier de la race J, même un Chaplin mis en avant de façon excessive ne pesait rien au niveau du talent comparé aux chrétiens, cette fois, comme Ralph Innes, John Ford ou Clarence Brown. Bref, c'est un classique en quelque sorte. Toute la communauté s'est organisée, d'où son pseudo, pour financer et mettre sur pied une industrie, banquiers, publicitaires, hommes d'affaires. Rebattet termine ce préambule en affirmant, et on s'en délecte, Hollywood, avec tous ses talents, toutes ses beautés, toute la science auquel il commande, aurait pu 1000 fois plus ou bien 1000 fois moins si le Moloch J, insatiable et stérile, ne s'était taillé une part monstrueuse dans ses trésors. Parlons France maintenant. Deuxième petit chapitre. Vous l'avez compris, le pays demeure à la traîne face à l'ogre Hollywood, dopé, lui, par la finance.
Malgré un talent créatif puissant qui lui permet de faire illusion et de rivaliser en France avec les productions états-uniennes, le cinéma français ne possède pas l'imposant organisme qui lui aurait permis de concilier son économie, son industrie, sa recherche et sa créativité. Ni l'État, ni les grands chefs industriels français ne se penchent sur le berceau du bébé 7e art. Ainsi, d'autres vont se pencher, eux. Principalement 4 hommes de la communauté. Jacques Haïk, Ossowitsky et les frères Nathan. Ceux-là, c'était déjà des pornographes à l'époque. Le symbole de tout ça, si vous voulez, l'exemple illustre, le symbole ultime, c'est Charles Pathé qui cède son fauteuil de directeur de sa firme en pleine prospérité à Bernard Nathan en 1929, grâce au financement d'une banque communautaire. Bernard Nathan n'avait pas d'argent, mais il se fait financer, d'accord ? Bernard Nathan devient donc le magnat du cinéma français. Fermez le banc. Oui, fermez le banc, puisqu'à partir de là, le cinéma français ne produira que niaiseries, que vaudeville enfantin, que mélodrames grinçants. À part les films de Raymond Bernard et Noël, rien ne vaut plus le détour, le cinéma français frôle la nullité. Le producteur Jacques Haïk s'empare de l'Olympia et se fait construire des cinémas tape à l'œil du plus mauvais goût en détournant de l'argent. Quant aux frères Nathan, ces escrocs pratiquent le siphonnage pour s'enrichir. Ils créent des filiales factices pour siphonner de l'argent à Pathé, la société mère qui, en raison de sa médiocrité, perd de l'argent. Mais pas les frères Nathan, vous l'avez compris. D'ailleurs, ils s'adonnent aussi au pot de vin avec les États-Unis et Kodak. Des chiffres. 392 millions de francs, c'était l'actif initial de Pathé. 769 millions de francs, c'est l'estimation des détournements en 1934 de la part des frères Nathan avec Pathé. 4 ans après l'avoir possédé Pathé. Et d'ailleurs, plus aucun dividende n'était reversé aux actionnaires. Plus aucun. Il y avait chez Bernard Nathan, comme chez tous les J, cette part de chimère mêlée au penchant irrésistible de la race pour la tromperie et le vol qui précipite finalement leur ruine, nous précise Lucien Rebattet. Belle citation, qui pourrait d'ailleurs faire partir de notre top 20 de notre future vidéo 38D, qui verra le jour quand nous serons sûrs de ne pas nous faire censurer. Passons à un chapitre suivant, celui que l'on va appeler l'invasion allemande entre guillemets. En clair, le cinéma français est moribond, vous l'avez compris, mais le pire est encore à venir. Vous n'êtes pas sans savoir, après notre vidéo 18A, que les J se sont accaparés l'Allemagne des années 30, la République de Weimar, la culture et le cinéma principalement. Allez, j'avale ma salive. C'est parti. Leni, Zeïck, Siodmak, Neufeld, Ophuls, Dupont, Thiele, Berger, Meiner, Körner, Engel, Schwarz, Reichmann, Schacht, Wolf, Wiener, Oswald, ouf. Une liste non exhaustive des réalisateurs J en Allemagne d'avant-guerre. Évidemment, cette meute sans vergogne va s'attaquer à la France, à son marché, une France qu'il qualifie de trop unie et qu'il déteste. Les J s'abattent sur tous les pays malheureux comme la vermine qui prospère sur les corps débilités et s'ajoutent à leurs souffrances, précise notre Lucien. Ils débarquèrent tous, après avoir reçu un coup de chausson de Hitler, et tous se rendirent en première visite au Grand Orient de France, rue Cadet. Je cite l'auteur pour ce passage particulièrement savoureux. Une offrande. L'avant-garde de l'immigration judéo-allemande débarquait, les J les plus tarés et les plus pernicieux, aux casiers judiciaires les plus lourdement chargés, au passé politique le plus inquiétant, écumeurs de bourses, pillards, provocateurs, agitateurs, proxénètes, marchands de pédérastes, de putains et de drogue, le cinéma berlinois y figurait au complet. Bon. Cette invasion eut au moins un avantage, c'est la mise à l'écart des J français, c'est-à-dire Osso, Haïk et les frères Nathan. Mais pour certains J allemands, la France n'était qu'un marchepied, un apéritif indigeste, avant de s'attaquer au vrai repas, l'Angleterre, puis les États-Unis, malgré, encore une fois, un talent bien défaillant chez eux. En un an, ils créèrent et détruisirent à Londres 400 sociétés de cinéma et y engloutirent un capital considérable.
Expliquons maintenant la mainmise J sur le cinéma français, mainmise absolument indiscutable sous le gouvernement de Blum et du Front populaire. Pas que dans le cinéma d'ailleurs, mais nous allons rester sur ce thème-là. Les J usent et abusent de cette même technique, de ce même réflexe, s'accaparer un domaine industriel ou de service et en créer un circuit fermé. Fermé au nom J, certes, mais surtout fermé dans le sens où l'argent qui vient du bas ne ruisselle plus. Il vient nourrir Israël exclusivement. L'écrasante majorité des producteurs et autres metteurs en scène sont J, autour de 80% Dixit rebattait, les autres étant ce que nous appellerions des Shabbat Goïm. Impossible d'égrener ici la longue liste, ce serait interminable. Quant aux exploitants, même évidence, tous les cinémas sont tenus par des hébraïques, malgré la classique façade d'un gérant français, les Siritsky, les Zaizig, les Chaboub, et bien sûr le gros bonnet Monsieur Weil, pillard de la firme Pathé Nathan. Même liste de noms, même origine des patronymes, récurrence tenace quand nous cherchons à connaître les exportateurs de films, les directeurs de production ou même les responsables de musique de film. Et les vrais Français, me direz-vous, est-ce qu'ils existent? Y a-t-il de vrais Français? Oui, ils existent, mais ouvriers, électriciens, machinistes et les comédiens, puisque leur réputation est faite. Oui, on a déjà fait de l'argent avec eux, on ne va pas s'en priver. À l'écran, vous avez des exemples de films français de l'époque, justement, jetez un œil, regardez, dont les judaïsants sont inscrits en italique. C'est assez édifiant, comme vous le voyez. Sur 60 noms, 5 Français en tout et pour tout. 80% de judaïsants, 10% d'émigrés sans passeport, 10% de Français aux attaches marxistes et maçonniques. Voilà l'éclatante formule trouvée par l'auteur. Évidemment, cette mainmise cinématographique déborde dans la société. Leurs mauvaises manières, leur manque de classe et leur manque de raffinement luisent aux terrasses des grands cafés parisiens. Fiers de façon ostentatoire du droit de cuissage que le dégénéré monde des coulisses des studios leur confère. Ce qui énerve le plus Rebattet, et nous avec bien sûr, c'est que cette omnipotence J sur le cinéma français s'opère à coups de faillite, d'argent public pompé, sous les apparences de la légalité, comme disait Balzac, un répertoire inépuisable de filouteries et de faux, ajoute l'auteur. L'art n'existe pas, la qualité du produit non plus, seul compte la culbute financière. Pour cela, il crée des fausses affiches de films pour attirer les investisseurs étrangers, un exemple parmi tant d'autres des truanderies commises par les gens de lumière comme le J. Pinras, alias Romain Pinès. Pinras, alias Romain Pinès. Ouais, ça nous remémore le trafiquant d'esclaves Jean Lafitte, au patronyme si français, mais... Bref, vous avez compris. Ou encore le producteur Nebenzal, qui empoche des millions à la suite de films, puis rechigne ensuite à payer les plus modestes de ses employés et s'éclipse aux États-Unis. Autres gens, autres mœurs, dirions-nous. Évidemment, tout film de qualité qui aurait été produit hors du circuit fermé israélien se voyait écrasé de toutes les tares. Aucune opposition chrétienne consistante ne put éclore, et ce, pour deux raisons principales qui vous évoqueront certainement notre France actuelle. La première, c'est que les élites françaises ne croyaient pas au péril J. La deuxième, c'est que leur sens national, leur sens de l'honneur, ou leur sens de l'amour national faisait défaut totalement à ces élites. Encore une fois, le grand perdant demeure le peuple de France, abreuvé de programmes lénifiants, de vaudevilles grotesques. Les films judaïsés ne cessent d'encourager ce qu'il y a de plus niais, de plus vil, au point que le peuple français ne sait plus reconnaître une œuvre d'art cinématographique. L'ingénieux réalisateur Jacques Feder en est le parfait exemple. Les J en France ne le financent pas, alors il réalisera ses grands films grâce à des capitaux étrangers. Mais... peut-être que Feder, lui, ne désirait pas être pillé, car voilà un sujet peu connu, voilà un sujet peu débattu et peu souvent abordé. Les réalisateurs J s'approprient la création intellectuelle, comme de vulgaires négriers. Il suffit de les déplacer dans un autre pays pour qu'ils ne produisent plus rien. Et apathiques, amorphes qu'ils deviennent.
Bref, pour clore ce chapitre sur le plan idéologique, les films produits servaient les idées d'Israël, par exemple en promouvant le marxiste Marcel Carné, ou encore en boycottant les productions allemandes du Reich, histoire de creuser un peu plus le fossé entre les deux peuples, allemands et français, ou enfin en submergeant le marché français de production anglaise, avide de propagande de guerre, ou de production d'Hollywood anti-allemande. Et oui, étonnamment, pendant des années, tous les films judaïsés véhiculaient tous les sentiments anti-français possibles et imaginables, anti-patriotiques, pacifistes à outrance, et puis d'un seul, juste avant la Seconde Guerre mondiale, le cinéma français redevint chauvin. Le soldat français redevint un guerrier, prêt à se sacrifier. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, chers amis? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Lors de l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, donc le cinéma français se meurt, même les réalisateurs... il se meurt, mais pas pour les réalisateurs, ni pour les producteurs J qui fuient vers les États-Unis, ou alors ils prennent leur quartier dans leur villa de la Côte d'Azur, loin du tumulte du nord de la France occupée. Tous sont gaullistes d'ailleurs, tous sont gaullistes. Et un J comme Chiffrine, par exemple, c'est du genre à promener avec lui la liste des chrétiens fusillés à la Libération. C'est pour vous donner une idée du genre de personnage à qui nous avons affaire. Le livre nous offre une deuxième partie un peu plus courte. Une deuxième partie où Rebattet traite cette fois du théâtre. Drummond affirmait dans son essai devenu classique que le théâtre aussi demeurait chasse gardée de la communauté organisée. Rebattet soupçonnait une exagération, lui qui, nous venons de le voir, avait été estomaqué par la mainmise J sur le cinéma. Seulement, d'exagération il n'y eut point. Leur période faste se situe entre 1890 et 1914, un quart de siècle donc de domination, de propagande orchestrée au sein du théâtre avec 3 A circonflexes qui servit avant tout à fabriquer de grands hommes J, comme ce Porto riche, qualifié de judéen, racine judéen, pardon. La principale technique utilisée, c'est celle de l'imposture de la critique, c'est-à-dire qu'on fait cumuler les métiers d'auteur et celui de critique. Ainsi, on fabrique des carrières comme Fernand Weil. Mais bon, après l'affaire Dreyfus, de toute façon, la France macérait dans une espèce d'antiracisme exalté. Le J était porté au pinacle, quoi qu'il fisse. Au point même, écoutez bien, au point même que la comédie française joua la pièce d'un gamin de 18 ans. 18 ans, comme si c'était un génie. Son nom, André Lévy. Si après la Première Guerre mondiale, la communauté organisée se détourna du théâtre pour mieux lorgner vers le cinéma, puissant vecteur de propagande en devenir, il n'en demeurait pas moins que les judaïsés détenaient encore les principaux théâtres parisiens et dominaient le monde des agents et autres impresarios, voire, si l'on gratte un petit peu, le monde interlope de la traite des Blanches. L'illustre exemple de Henri Bernstein à lui seul ferait foi. Un exemple synthèse, comme dirait un averti. Bernstein, c'est le genre de gars qui est obligé de se battre à la Première Guerre mondiale. Donc il déserte au bout de quelques semaines, quelques mois, et il remue ciel et terre pour être réhabilité. Lui, le génie incompris, lui, le membre du peuple élu, qui ne supporte pas l'opprobre d'être envoyé au front. Oui, c'est pas pour lui être envoyé au front. Alors il va remuer ciel et terre tout en crachant sur l'armée française. Réhabilité, il le sera grâce au ministre de la guerre, monsieur André, un frère. Si vous voyez ce que je veux dire. Réhabilité tête haute et dispensé des 17 mois qui lui restaient. Et oui, il y a les déserteurs fusillés et il y a les autres. Il y a les déserteurs fusillés et il y a les autres déserteurs. Ce Bernstein, donc, entra à la Comédie Française. Mais il dut retirer sa pièce devant les manifestants pestant contre ces J déserteurs. Alors il a eu l'idée de se refaire une virginité. Bernstein décroche alors une citation de guerre à l'armée de Salonique grâce encore à un frère maçon. Maintenant, c'est devenu un guerrier millionnaire qui dicte sa loi en France dans le domaine du théâtre et qui pousse à la guerre contre Hitler juste avant la Deuxième Guerre mondiale avec rage et véhémence, mais qui fuit en Angleterre dès les premiers jours, puis aux États-Unis.
Un petit coup d'œil sur son œuvre. Son œuvre, ben, qu'est-ce que c'est? C'est de la niaiserie encore et toujours, des poncifs de vieux boulevards, de l'exhibitionnisme moral, une impudeur de singe, des pièces qui n'aspirent qu'à la destruction universelle. Bref, pour conclure notre voyage en Israël, nous étions bien en France. Pour conclure notre voyage, Rebartet nous assène la seule et unique solution. C'est sa solution, nous ne sommes vraiment pas du tout d'accord avec ça, hein, répétons-le. Pousser le J hors de scène, pousser le J hors des coulisses. Si on laissait un souffleur J au théâtre de Ménilmontant, on risquerait trop de le retrouver un jour dirigeant les destinées de l'opéra. Bref, ils ont détourné de l'argent et ils ont englouti des sommes colossales pour produire leur propagande lourde au peuple français. Ils ne furent que marchands sans honneur, impuissants à créer, vulgaires. C'est un assainissement indispensable que le cinéma doit lui aussi entamer. Un assainissement pour un cinéma sain, donc, viable, moral, ce que Rebattet appelle désenjuivé. Allons. Maintenant, au-delà du livre, chers amis. Alors, vous n'avez pas besoin que je vous le signale, mais ce livre est criant d'actualité. On croirait Rebattet d'écrire le cinéma financé par Canal+, ainsi que les coulisses de Radio France actuelles. Mais le calque ne s'arrête pas là, malheureusement. Le calque ne s'arrête pas là. Avant la Première Guerre mondiale, la communauté régnait sur le théâtre. Dictait le bien le mal, poussait à la guerre, s'enfuyait puis revint. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la communauté régnait sur le cinéma. Dictait le bien le mal, poussait à la guerre dévastatrice, s'enfuyait, puis revint. Aujourd'hui, nous avons la même communauté qui règne sur tous les médias, la politique, la distribution, la médecine et j'en passe. Dicte le bien le mal, nous poussera à une guerre dévastatrice, contre le Covid-19, contre la Russie, contre le climat, que sais-je, s'enfuira, puis reviendra. Enfin, j'aimerais terminer cependant sur un concept de la plus haute importance qui s'ajuste parfaitement avec notre livre chroniqué aujourd'hui. C'est ce sempiternel concept de l'inégalité qui vous est rabâché, que ce soit dans sa version ethnique, dans sa version marxiste ou dans sa version sexiste, peu importe. Il faudrait combattre toutes les inégalités, les résoudre à coups de loi, même les inégalités dites naturelles, voilà, c'est le combat de la société actuelle. Cependant, étonnamment, subsiste depuis des siècles une inégalité totalement anonyme et ignorée. Une inégalité substantielle, véritablement, contre laquelle nous pourrions lutter efficacement et pour le bien et la justice de la nation tout entière. Cette inégalité, c'est l'inégalité de réseau. Jamais, un seul mot dessus, jamais combattue. Pour être clair et concis, je vais vous démontrer cela par l'exemple. Imaginons que vous êtes un jeune homme doué, diplômé et passionné de cinéma, fin, subtil, connaisseur, originaire d'un petit village du Jura. Vous aimez votre pays, vous aimez la France. Vous désirez monter sur Paris, comme on disait avant, travailler dans ce domaine, y apporter votre touche, vous faire prêter de l'argent pour créer quelque chose. Imaginons. Et vous avez face à vous Moshe Chaim, un New-Yorkais ne parlant pas un traître mot de français, sans véritable talent, ni même sans véritable physique attrayant, mais qui aimerait travailler dans le domaine du cinéma, à Paris, lui aussi. Qui de vous deux aura les contacts? Qui de vous deux recevra des prêts d'argent? Qui de vous deux bénéficiera de louanges, de compliments et autres invitations dans les médias? Le français jurassien créatif qui aime son pays, ou le judaïsant étranger qui ne jure que par les profits? Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous.